Oh la vache, j'ai trop chaud, sérieux. Bon allez, je me pose, hein, vraiment en mode chill. Coucou, on se retrouve pour la deuxième partie. Attends, je suis peut-être un peu loin là. Voilà. Du coup, hein, c'est la suite de la première vidéo sur le virilisme et la masculinité toxique. Donc voilà, dans la première partie, il a été question de définition un petit peu générale de ce que c'était que ces choses-là, quoi. En quoi ça consistait, ces comportements, hein. Tout l'état d'esprit, un peu toute la culture qu'il y a derrière ces notions, quoi. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de mon expérience personnelle, de ce conditionnement, en fait, à la masculinité toxique et à la virilité, enfin au virilisme, du fait que j'ai été assignée garçon pendant très longtemps, même si je n'étais pas à l'aise dans le genre dans lequel on m'avait assigné, j'ai quand même subi ce conditionnement. J'ai intégré pendant très longtemps certaines normes et certains comportements qui y sont liés. Et maintenant que je m'en suis libérée en transitionnant, que du coup j'ai le recul nécessaire, du coup, puisque je ne suis plus dans ces schémas-là, en tant que meuf, du coup, c'est l'occasion pour moi en ce moment de vraiment réfléchir un peu plus en détail à tout ça et puis réaliser qu'en fait, ouais, il y avait des trucs qui craignaient, quoi, mais vraiment, quoi. Et qu'on jouait aussi dans le fait que je me sente mal, dans le fait que je subissais des injonctions à adopter tel ou tel comportement par rapport aux standards de virilité, sans cesse changeant par rapport à ce qu'on exige des hommes dans la société et qui en fait sont des trucs qui de toute façon sont complètement inatteignables et de toute façon pas sains du tout dans l'esprit, quoi, et qui en fait amènent des tas de trucs qui vont pas intérieurement, quoi, dans ta tête, que ce soit de la dévalorisation ou alors de la surenchère à vouloir paraître plus viril que les autres, tout ça, donc de la mésestime de soi, du fait de ne jamais se sentir à la hauteur, de toujours se comparer aux autres, de développer des complexes d'infériorité aussi par rapport aux autres, bien sûr. Alors encore une fois, je précise quand même que c'est pas parce que j'ai eu ces injonctions que j'ai voulu transitionner, hein. Non, ça c'est parce que je ne me sentais pas moi-même, je me sentais pas en accord avec le genre donc masculin qui m'avait été assigné. Et voilà, de toute façon, même si j'avais reçu moins d'injonctions comme ça, peut-être même si j'avais vécu dans un univers qui avait été moins empreint de masculinité toxique, même en tant que personne assignée garçon, il est clair que j'aurais transitionné de toute façon. Enfin, bien sûr, en partant du principe que j'aurais pris totalement conscience de ma transidentité. Dans le cas contraire, j'aurais pu très mal finir, mais bon. Heureusement, ça n'a pas été le cas, quoi. Si j'ai transitionné, c'est parce que je me sens femme au fond de moi. Je me suis de plus en plus rendu compte que c'était comme ça que je me sentais bien et que ça correspondait vraiment à ce que je suis réellement. Mais il est vrai que le fait que j'ai été baignée dans un univers de masculinité toxique et de virilisme a joué un certain rôle dans le fait que j'ai mis autant de temps à transitionner, quoi. Que je sois restée autant de temps dans le déni par rapport à ma transidentité, par rapport à qui j'étais vraiment. Et du coup, ça a fait des dégâts chez moi, quoi. Ça a accentué mon mal-être. Ça a contribué à renforcer la mésestime personnelle. Ça renforçait aussi le décalage avec qui j'étais réellement, le fait que je subisse des injonctions que je ne parvienne pas à atteindre, de la pression sociale par rapport au modèle de virilité et tout ça, et puis qu'en fait je sente au fond de moi que de toute façon ce modèle déjà de base ne me correspond pas, quoi. Avec en plus tout ça qui vient s'additionner derrière, voilà, le fait de subir des injonctions, de devoir se conformer à tel ou tel modèle censé faire de toi un vrai homme en tant que personne assignée garçon aux yeux de la société. Bah oui, ça faisait que renforcer ma dysphorie en fait, et le fait que je me sentais pas en accord avec ce qu'on voulait m'imposer, quoi. Ça a aggravé les choses, quoi, en fait. Je vais vous parler un petit peu plus en détail de tout ça par rapport à mon expérience personnelle. Attendez, déjà, je vais peut-être rapprocher un peu le PC. Comme ça, je suis belle, hein. Voilà, là je me mets en mode sérieuse, hein. Attention, je bosse. Alors, bon, déjà, quand j'étais petite, j'ai très vite senti en tout cas qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec le genre dans lequel j'avais été assignée à la naissance. Mais voilà, au fil du temps, il y a eu pas mal de choses qui sont venues brouiller tout ça, qui sont venues un petit peu étouffer ce que je ressentais, et finalement de créer de la confusion dans mon esprit et faire que, au final, j'ai mis autant de temps à me rendre compte que j'avais envie de transitionner, quoi. Et alors, puisqu'on parle
de toutes les injonctions à la virilité, et donc qui comprend notamment le fait de ne pas, voilà, de ne pas montrer ses sentiments, quoi, qui est une chose qui est socialement exigée pour les jeunes garçons, quoi, dès un âge très jeune. Il faut savoir que, en plus de tout ça, moi je suis hypersensible. Et en fait, voilà, très très tôt aussi dans ma jeunesse, j'avais tendance à vite me retrouver submergée d'émotions. Voilà, je prenais très très à cœur toutes les choses autour de moi, ce que je ressentais. Enfin, quand j'étais petite, je sais que j'avais énormément besoin de les exprimer, sinon j'étais pas bien, quoi. Le grand problème de tout ça, c'est que j'ai grandi dans une atmosphère de grande violence éducative. Alors à plein de niveaux, hein, je vais pas détailler ça ici. Et où en fait, les adultes autour de moi ont très vite assimilé ma façon de m'exprimer, la façon, voilà, dont par exemple quand je me mettais en colère, ou quand j'étais triste, ou même quand je ressentais de la joie, hein. Je sais pas, c'était considéré comme si j'en faisais trop, quoi. Comme si j'étais trop expressive, limite, quoi. Alors bon, on pouvait me dire oh, arrête d'en faire trop, ou alors arrête ton cinéma, genre quand je pleurais parce que j'étais triste, ou quand je me mettais en colère, puis là aussi je pleurais du coup parce que j'étais submergée d'émotions, notamment quand je ressentais une injustice, quoi. Arrête ton cirque, tout ça c'est des simagrées, de toute façon. Donc voilà, mon ressenti qui était nié, minimisé, pas du tout pris au sérieux. Plusieurs fois, hein, je me suis faite gronder, punir, voire même insulter ou frapper, hein, même des fois, hein, carrément, je me suis prise des baffes, ou autre petite douceur. Par rapport à tout ça, quoi. Donc en fait le résultat ça a été qu'au fil des années dans mon enfance j'ai été obligée de refouler tout ça, de refouler mes émotions, de ne pas trop montrer ce que je ressentais, et même d'en arriver à ne plus oser me confier aux adultes de mon entourage par rapport à de la peine que je ressentais, ou par rapport à même n'importe quoi d'autre, hein. Même quand j'étais contente, ou alors quand il y a quelque chose qui me posait question, qui me faisait peur, quoi. Et ben j'osais pas l'exprimer parce que j'avais peur de ne pas être prise au sérieux, ou même de me faire rembarrer, voire qu'on me dise que c'était n'importe quoi, que de toute façon fallait que j'arrête, d'en faire trop surtout, tout le temps comme ça, que c'était ridicule, voilà, comme on me l'a fait remarquer plusieurs fois quand j'étais jeune, quoi. Et alors en plus, voilà, en plus de tout ça, il y avait souvent d'autres remarques qui y étaient associées, des remarques là qui du coup touchaient au fait que pour les gens de mon entourage, j'étais un garçon. Donc bon, régulièrement, en plus de toutes ces remarques sur le fait que j'en faisais trop, il y avait des petits trucs du genre oui, mais t'es un grand garçon, donc faut pas te mettre dans des états pareils, faut pas te mettre à pleurer comme ça pour un oui ou pour un non, faire du cinoche, voilà, en insistant bien sur le fait qu'à leurs yeux je sois un garçon, et donc que c'était malvenu, encore plus malvenu que si elle m'avait perçue comme une fille dès le début de ma vie, quoi. Du fait que un garçon n'a pas trop à montrer ses émotions, en fait. Petite anecdote d'ailleurs supplémentaire par rapport à ça. Bon, en fait, j'en ai plusieurs. Par laquelle je commence. Attendez. Là, il faut que je me mette à l'aise parce que ça, rien que de parler de tout ça, ça me crispe. Donc je vais essayer de me mettre, de souffler un peu, de me. Ça va aller, June. Ça va aller, ça va aller. Et non, je ne fais pas du cinéma. C'est vraiment que ça me fait remonter plein d'émotions là encore dans ma petite tête, hein. Voilà, c'est pas pour rien que je vous dis que je suis hypersensible. Alors, première anecdote. Je suis belle comme ça. C'était à l'école primaire. J'étais... Oh, CE1, peut-être CE2, je sais plus. CE1, je crois. Hein. C'est parti d'une histoire. En fait, il y avait eu une espèce d'incompréhension. Je pensais que ma maman allait venir me chercher pour manger à la maison le midi, parce que à l'époque, je sais pas, pourtant j'ai été animatrice périscolaire, mais je sais pas si c'est encore le cas vraiment dans les écoles, je sais plus trop actuellement, mais en tout cas à l'époque, en fait chaque jour, tu devais dire à l'instit si tu mangeais à la maison ou à la cantine, et donc tu pouvais changer tous les jours en fonction, c'était surtout de ce que décidaient tes parents, hein. Et donc ce jour-là, j'étais persuadée que je mangeais à la maison, mais en fait, c'était pas le cas. Et alors, en fait, je sais pas pourquoi je l'ai pris autant à cœur, mais comme je m'étais mise en tête que ce jour-là, je rentrais manger à la maison, peut-être que j'étais contente du coup.
enfin, ça a été vraiment le fait de devoir rester à la cantine ce midi alors que je n'y étais pas préparée, que... Enfin voilà, c'était pas ce que je voulais, peut-être j'étais prise de court, donc du coup ça m'angoissait, je sais pas. Mais je l'ai vraiment pris à cœur et je me suis mise à pleurer. Enfin vraiment, je me suis mise à pleurer, mais un truc de malade quoi, je m'en rappelle encore très bien. Ouais, je sais pas, comme si j'étais abandonnée limite. Bon, ça, ce sentiment d'abandon, c'est lié à plein d'autres trucs aussi. Je ne vais pas parler aujourd'hui de mon expérience de l'école et du fait que oui, j'ai réellement senti un sentiment d'abandon la première fois que mes parents m'ont laissé à l'école. Ça a été un énorme traumatisme. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais bon, je pense qu'il y a un lien avec ça. Hein. Et donc voilà, toujours est-il que voilà, j'étais hyper triste, hyper pas bien. Je me suis mise à pleurer. Enfin, vraiment, c'était pas drôle, quoi. C'était assez horrible. Et bon, je me souviens, enfin, il y avait d'autres élèves de ma classe, bah ouais, qui essayaient de parler avec moi. Alors bon, dans leur esprit, je pense que ils et elles pensaient bien faire. Hein. C'était vraiment, voilà, peut-être qu'elles voulaient me réconforter, me dire oh mais allez c'est pas si grave, t'inquiète pas, c'est pas un drame. Et je me souviens très bien, même à l'époque où j'étais pas encore sur ces questionnements au niveau de ma transidentité et tout, ça m'avait frappé. Il y a une copine de ma classe à l'époque qui me sort comme ça, allez, tu vas pas pleurer comme ça, après tout, t'es un homme quoi. Non. Waouh. C'était, ouais. Même au-delà voilà, des questions sur mon identité de genre que je me posais pas vraiment consciemment à l'époque, ça m'a quand même interpellée ce truc. J'étais là à me dire, mais attends, c'est quoi ce délire quoi? En gros, ça veut dire que les garçons n'ont pas le droit de pleurer. Ouais, enfin voilà, ça m'avait quand même vachement interpellée, posé question. Donc ça c'est la première anecdote. Et puis donc la deuxième c'est un peu plus tard du coup. Là j'étais déjà au collège, ouais. Alors là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se trouve que j'avais une très mauvaise relation avec mon géniteur, que je ne vois plus de toute façon depuis, hein, comme la majorité des gens de ma famille d'ailleurs, mais bon, là encore ce n'est pas le sujet, qui avait un comportement particulièrement violent avec moi dans de nombreuses situations, et un comportement qui aujourd'hui, je le sais, maintenant je m'en rends compte avec le recul, était très empreint de masculinité toxique. Hein. Et donc, il avait l'habitude d'être tout le temps derrière moi quand je faisais mes devoirs. Alors déjà, je détestais les devoirs. Mais en plus, comme en général, j'avais beaucoup de mal, bon, surtout dans certaines matières, comme les maths par exemple, eh bien, monsieur s'énervait. Parce que selon lui, c'est parce que je mettais de la mauvaise volonté, que je faisais exprès, que voilà, c'était pour l'embêter lui. Donc très souvent, ça fait que je me faisais engueuler. Je me prenais des remarques, du dénigrement, voilà. J'étais rabaissée par rapport à mon intelligence, par rapport à mes qualités, par rapport au fait d'être une feignante, enfin, tout un tas de conneries de ce genre, quoi. Parfois même, je me suis pris quelques baffes, hein, soi-disant que ça allait m'encourager à mieux travailler. Je vais pas détailler, mais voilà, toujours est-il qu'une fois, il m'avait tellement poussé à bout, il m'avait tellement harcelé là-dessus que je me suis mise à pleurer, mais enfin vraiment quoi, là j'ai... Pourtant c'était déjà l'époque où j'avais intériorisé qu'il fallait pas que je montre mes sentiments, tout ça, parce que voilà, pour me protéger contre certaines réflexions que je pouvais me prendre de sa part et de la part de d'autres gens. Mais là, enfin, j'en pouvais tellement plus, il m'avait vraiment tellement poussé à bout, il m'avait tellement fait mal à sortir des trucs. Je sais plus exactement ce que c'était, mais ça m'avait tellement prise à l'intérieur que voilà, là j'ai pas pu m'empêcher de pleurer, j'ai pas pu retenir mes larmes. Et là, la réflexion qui m'a balancé derrière en voyant ça, c'est arrête de chialer, c'est les filles qui pleurent quoi. Aïe 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 aïe. Alors tu sais, ironiquement, il se trouve que bah, justement, je suis une fille. Hein. Mais même quoi, je veux dire, dans tous les cas, c'est absolument abject comme remarque. Je veux dire, même si en fait j'avais été un mec, je vois pas ce que ça aurait changé quoi. C'est quoi ce délire? Enfin, je veux dire, ah oui. Ça veut dire que voilà, selon
selon les principes de masculinité toxique, si t'es un garçon ou assimilé tel, il faut pas que tu pleures, quoi. Parce que c'est un truc de faible. Et un mec, un vrai, il faut pas que ce soit faible. Il faut pas que ça montre de signes de faiblesse. Tu vois? Tu vois un peu la perversité du mécanisme et puis voilà, tout ce truc, toute cette violence qu'on fout dans la tête des petits garçons, quoi. Petits garçons ou assimilés tels. Voilà, ça c'est de la masculinité toxique. Ça c'est des injonctions à la virilité nauséabondes. Et ça illustre bien, c'est un très bon exemple de pression sociale par rapport au fait d'être viril, de pas montrer ses émotions et d'être fort en toutes circonstances. Hein? Parce que c'est comme ça qu'il l'imagine. Alors, il y avait un autre truc qui me vient en tête là par rapport à mon géniteur. Ça me fout à la fois en colère et ouais, ça me fait à la fois bouillonner de colère et en même temps ça fait ressortir tout un tas de trucs hyper pénibles, donc je m'excuse par avance, c'est assez dur à vous raconter comme ça. Si vous voulez, en plus d'avoir fréquemment ce genre d'attitude à mon égard, il ne supportait pas quand j'avais des attitudes qu'il jugeait trop féminines. Et oui, parce que voilà, j'avais pas vraiment conscience de ma transidentité à l'époque, même si, comme je l'ai déjà évoqué dans des précédentes vidéos, ça m'arrivait de me poser des questions, hein, de remettre certaines choses en question, voilà, là j'avais 12-13 ans je crois, donc à l'époque où je vous parle là, donc ça m'arrivait déjà d'avoir des interrogations par rapport à ça, mais rien de vraiment, très très réfléchi, quoi. Je savais même pas, je connaissais même pas le mot transidentité à l'époque, quoi. Juste parfois je me disais bah ouais, j'aurais préféré être une fille, quoi. Donc voilà, mais voilà, ça restait, c'était pas tout le temps non plus, quoi. Ça restait beaucoup plus inconscient que plus tard, quoi. Mais c'est sûr que ouais, malgré le fait que déjà à cet âge-là, je commençais à avoir été conditionnée à certains codes virilistes, notamment au niveau de la posture, au niveau de la démarche, de l'attitude, tout ça. En fait, il y avait encore des trucs où j'étais pas autant bloquée, j'étais pas autant flippée que j'ai pu l'être après, quoi. Donc en fait je me posais pas, il y a des choses par rapport auxquelles je me posais pas plus de questions que ça, voilà, même par rapport à ma façon de réagir aux choses. En fait c'était vrai aussi pour les personnes auxquelles je m'identifiais, puisque ça voilà, tout au long de sa vie, mais bon, peut-être plus encore quand on est ado, c'est là qu'on se construit, c'est là que on peut prendre modèle, y compris alors que ce soit sur des personnes vivantes ou des personnages fictifs, pour construire un peu sa personnalité, quoi. Du coup, c'est un peu ce qui se passe aussi quand tu vis une deuxième adolescence trans. Et c'est beaucoup plus sain quand c'est libre et quand, du coup, tu ne te restreins plus à cause de pression sociale par rapport à ça, quoi. Mais bon, bref, à l'époque, voilà, comme j'étais pas encore trop enfoncée dans les schémas de masculinité toxique, ça m'arrivait encore très souvent de m'identifier librement à des meufs, quoi. Alors à des meufs réelles ou à des personnages fictifs, dans ma façon de m'identifier, dans ma manière de parler, dans ma réaction face à ce que je vivais, voilà, ça m'arrivait souvent de m'identifier à des filles, quoi. C'est vrai qu'à l'époque je me posais pas encore trop la question, pour moi c'était naturel, et puis bah, c'était comme ça, c'était plus dans des meufs que je me retrouvais, quoi, et c'est plus des meufs qui me servaient de modèle en fait. Et j'avais regardé, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais j'avais regardé un reportage sur l'école de danse de l'Opéra de Paris, voilà, en étant jalouse à crever, quoi, en n'ayant qu'une envie, c'est de faire de la danse avec les filles qu'on voyait à l'écran, quoi. Oh, c'était, ouais. Je pense notamment à une des meufs, d'ailleurs, qui s'appelle Vanessa Feuillat, qui est aujourd'hui danseuse professionnelle, première danseuse à l'Opéra National de Bordeaux, qui a sa propre école de danse et que j'ai eu la grande chance et l'immense joie de rencontrer enfin il y a pas tout à fait 2 ans, mais en gros fin 2019, quoi, à la rentrée 2019, aux journées portes ouvertes de son école. Un grand moment d'émotion. Parce que déjà dès l'époque, je la trouvais chouette en tant que danseuse, puis même en tant que meuf, elle avait une façon de répondre aux interviews
je kiffais grave, quoi. Les questions qui lui étaient posées sur la danse, tout ça, même sa personnalité, son côté... Enfin, déjà, à l'époque, elle était hyper dynamique, hyper souriante, enjouée, passionnée, quoi. Elle parlait de son futur métier avec, je sais pas, avec une telle passion, avec quelque chose de fort, quoi, qui résonnait aussi en moi, parce que moi, je m'intéressais beaucoup à la danse à l'époque, quoi. Aujourd'hui aussi, hein, mais à l'époque, c'est là où ça a commencé. Il y a un truc qui m'avait fait énormément kiffer. Attendez, je vais vous montrer ça en direct. Voilà. Il y a une séance où elle mettait du maquillage, donc plus précisément du mascara, c'était pour un spectacle en fait, avant d'entrer en scène. Et du coup on la voyait, donc on voyait pas tout, mais on la voyait en train de se faire les cils au mascara. Bon là je vais mimer un peu. Voilà. Et en fait, je vais vous montrer en vrai. Voilà, merci. Voilà, et donc ce petit truc avec le mascara et tout, moi c'est un truc que j'adorerais refaire parce que je trouvais ça trop chou, quoi. En fait, je le faisais un peu comme ça, mais même dans des situations qui avaient rien à voir, quoi. Même malgré moi, comme ça venait de temps en temps. Je sais pas, par exemple quand j'avais fini un truc, comme ça, même quand j'étais avec d'autres gens, je faisais voilà, merci. Et voilà, sauf qu'une fois, voilà, pour en revenir au sujet qui nous occupe, une fois je l'ai fait avec, enfin, ouais, c'était au moment des devoirs là, comme je vous le disais, avec mon géniteur qui était derrière. Et alors je sais plus exactement le contexte, hein, je sais plus ce que c'était exactement. Je crois que c'était un moment où je devais recopier quelque chose ou je sais pas quoi sur un cahier, il me semble. Du coup, voilà, je m'occupais de le faire, tout ça. Et en plus c'est ça, ouais, là pour le coup, ça devait être, je devais avoir presque fini, quoi. C'est, à mon avis, c'est une des fois où, voilà, je voyais quand même la fin arriver et me dire bon. C'est bon, j'ai bientôt fini, donc je sais pas, je devais être contente quand même malgré tout, voilà, d'avoir plus que ça à faire, et puis après c'était bon, quoi. J'écris mon truc, enfin je sais plus trop quoi là, et à la fin, j'ai le réflexe de faire voilà. Et là, je me suis prise une grosse réflexion dans la tronche, voilà, même s'il a pas dit explicitement que c'était le petit truc un peu maniéré comme ça qui le gênait, mais en gros il me sort comme ça, oui, non mais tu peux arrêter de faire voilà, comme ça. C'est en mode arrête, c'est ridicule ce que tu viens de faire, voilà, avec donc un air à la fois de reproche et puis un peu moqueur aussi, quoi. Et ouais, enfin, vu les trucs qui m'avaient déjà sortis avant, c'était pas forcément la même fois, mais voilà, vu les trucs qui se permettaient de me sortir et le ton avec lequel il l'a dit, c'était quand même assez clair que ce qui le gênait, c'était le fait que ce soit quelque chose, voilà, qui soit connoté féminin à ses yeux, quoi. Masculinité toxique. C'était, ouais, de charmants souvenirs.